Bon, je résume. Bon, donc sous ma première forme, ma question semble appeler une réponse claire, et ici je résume. Ce dont nous avons été témoins ces dernières années, ces dernières décennies même, est bien un mouvement d'involution de la démocratie. Les régimes qui portent ce nom sont devenus de plus en plus des oligarchies, qui mènent de manière conjointe deux tâches, leur propre reproduction et l'instauration mondiale d'une loi du marché qui demande des gouvernements d'experts insensibles aux souhaits et agitations de masses supposées ignorantes. De plus en plus, c'est cette expertise supposée qui légitime nos gouvernements en lieu et place d'une légitimité populaire et, à la limite, contre toute idée d'un pouvoir du peuple. C'est pourquoi cette raréfaction à l'extrême du pouvoir populaire s'est accompagnée de ces critiques de plus en plus virulentes contre le péril populaire et démocratique. Et ici, bon, pour couper, je saute une vingtaine de lignes. Bon, pour reprendre le point, donc, je suis vers la ligne 20 à peu près, pour la traductrice. Le point remarquable de cette double critique est qu'elle passe à chaque fois par une réappropriation de la critique marxiste de la démocratie. Nous sommes ainsi devant un double paradoxe. Ces États qui s'appellent eux-mêmes des démocraties sont de plus en plus des oligarchies dont le fonctionnement même implique le rejet de toute réalité solide de ce pouvoir du peuple qui est censé pourtant le fonder, mais ce rejet ne peut se faire qu'en empruntant ses arguments à la vieille critique marxiste qui dénonçait l'État démocratique comme une apparence. Mon idée est que cette situation paradoxale n'est pas une simple affaire de circonstances, qu'elle renvoie à un paradoxe qui est au cœur même de l'idée démocratique. C'est ce paradoxe que je voudrais maintenant examiner. Et bon, je pense que son examen doit nous conduire non pas à rejeter l'idée démocratique comme contradictoire, donc illusoire, mais à réaffirmer le pouvoir du peuple comme la contradiction fondatrice de la politique en général, donc comme l'écart radical qui permet seul de fonder la lutte contre la domination oligarchique. Je voudrais donc essayer de mettre au jour un écart radical de l'idée démocratique par rapport à toutes les théories du bon gouvernement et à toutes les pensées de la nécessité historique. Je partirai pour cela d'un indice qui me semble significatif. Cet indice, c'est l'étrange similitude entre les critiques contemporaines de la démocratie dans les pays occidentaux et les critiques inaugurales de l'idée démocratique dans la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ. Je mentionnais tout à l'heure ces discours qui traînent un peu partout, qui recyclent la critique de la marchandise, de la société de consommation ou de la société du spectacle pour poser une identité entre le règne de l'égalité et celui de la consommation. Cette critique noue étroitement deux thèmes. Elle nous dit que le règne de l'égalité démocratique est le règne des individus qui ne s'occupent que de satisfaire leurs désirs individuels. Et elle nous dit, disons, qu'il est la perversion de toutes les formes d'autorité qui font exister une société, l'égalité affirmée entre enfants et parents, élèves et maîtres, ignorants et savants, etc. Cette condamnation de l'égalité démocratique s'appuie sur des descriptions de foules entièrement conditionnées par l'univers des supermarchés, de la publicité, de la télévision, d'Internet, du téléphone portable, etc. Le problème est que cette description d'une humanité démocratique contemporaine, façonnée par la société de consommation, les médias de masse et la révolution informatique, est semblable trait pour trait à celle que fournissait déjà Platon, il y a 25 siècles, au livre 8 de la République. Au livre 8 de la République, Platon déjà décrivait l'homme démocratique athénien comme un individu qui ne se préoccupait que de ses plaisirs et caprices quotidiens, passant, selon son humeur, de l'exercice sportif à l'étude de la philosophie ou à la pratique de la musique. Il nous montrait qu'un tel individu était nécessairement rebelle à toute discipline collective et fanatique d'égalité en tout. Dans l'Athènes démocratique, nous dit Platon,
toutes les relations naturelles sont renversées. Les femmes sont les égales des hommes, les élèves se moquent des maîtres, les parents tremblent devant les enfants, les vieux imitent les jeunes, et même les ânes affirment leur égalité démocratique en encombrant les rues. Comment comprendre cette similitude des descriptions, alors même que les critiques contemporains ne cessent de nous dire qu'il n'y a rien de commun entre nos sociétés développées avec le rouage économique, social et politique complexe et le village démocratique de l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il semble que Platon nous fournit la réponse. Ces descriptions sociologiques de la démocratie sont semblables à 25 siècles de distance parce qu'elles ont une même fonction. Montrer que la cité ou l'État démocratique est une réalité impossible. Et si c'est une réalité impossible dans cette logique, c'est parce que la démocratie est destructrice de toute forme d'autorité naturelle. En bref, parce que la démocratie est une anti-nature. En résumé, la description de société démocratique est une description de fantaisie. Mais cette fantaisie recouvre une idée que nous devons prendre au sérieux et creuser, on va dire positivement, l'idée que le pouvoir du peuple n'est en rien une réalité naturelle, qu'il est une contradiction parce qu'il donne au pouvoir un sujet qui contredit le concept même de pouvoir. L'idée naturelle, entre guillemets, du pouvoir, c'est toujours en effet l'idée d'une dissymétrie. Il y a celui qui exerce le pouvoir et celui qui est soumis à ce pouvoir. Mais l'idée qui va avec est que cette soumission n'est pas accidentelle, qu'elle est structurelle. Il y a ceux qui ont besoin d'être gouvernés et ceux qui ont la capacité de le faire. Chez Platon, cette idée s'associe à une image dominante, celle du berger et de son troupeau, et d'une nostalgie pour l'époque où le roi était le berger de son troupeau. L'idée naturelle, donc l'idée normale, entre guillemets, du pouvoir, c'est que la dissymétrie est fondée en nature. L'exercice institutionnel du pouvoir entre les humains est fondé sur une différence de compétences qui existe déjà, une différence donnée dans la nature des choses. Il y a des parents et des enfants, des maîtres et des élèves, des hommes libres et des esclaves, des savants et des ignorants, etc. Et l'exercice du pouvoir dans les cités est pensé de même comme l'exercice d'une supériorité déjà donnée d'un groupe qui a un titre naturel à gouverner sur une masse qui, de son côté, est destinée à être gouvernée, qui est dans une position naturelle d'infériorité et de demande de gouvernement. C'est par rapport à cela que l'idée démocratique apparaît comme une aberration. L'idée du pouvoir du peuple est en effet l'affirmation d'un pouvoir qui n'appartient à aucun groupe en particulier, qui n'est l'exercice d'aucune compétence spécifique, d'aucune supériorité naturelle. Le pouvoir du démos ne peut pas être le pouvoir d'aucun groupe spécifique, sinon ce groupe très étrange, le groupe de ceux qui n'ont aucun titre spécifique à exercer le pouvoir, c'est-à-dire tout le monde et n'importe qui. Le pouvoir du peuple n'est pas celui de la population réunie, de sa majorité ou de ses classes laborieuses. Il est simplement le pouvoir propre à ceux et celles qui n'ont pas plus de titres à gouverner qu'à être gouvernés. C'est ça le scandale antinaturel de la démocratie. L'idée démocratique ruine l'idée même d'une qualité particulière donnant à un groupe la légitimité pour gouverner. C'est ce que Platon encore résume au 3e livre des lois, en ajoutant à tous les titres légitimes, tous les titres, disons, courants à l'exercice du gouvernement, un titre supplémentaire, aberrant, qu'il appelle ironiquement le choix du Dieu. Le Dieu dont il parle ici, c'est bien sûr le Dieu hasard, c'est-à-dire la pratique démocratique de nommer les magistrats pour un temps limité par tirage au sort. De fait, le tirage au sort est la forme normale de la représentation démocratique, celle qui affirme l'égale capacité de n'importe qui à exercer le pouvoir du peuple et à l'exercer comme tel, c'est-à-dire comme un pouvoir contradictoire,
Un pouvoir donc qui ne peut pas durer dans le temps et se donner une légitimation propre du côté de ceux qui l'occupent. Donc, derrière cette description fantaisiste de l'anarchie des mœurs démocratiques, il y a cette anarchie plus radicale qui est au fondement de l'idée même du pouvoir démocratique. L'idée d'un pouvoir spécifique de ceux qui n'ont aucune compétence spécifique, qui n'ont aucun titre à exercer le pouvoir. L'État démocratique est donc bien une contradiction dans les termes au sens le plus profond. Platon le dit, en même temps, Platon est obligé de le compter au nombre des gouvernements qui existent de fait, puisqu'il existe dans la cité où il vit. La situation est inverse pour nos gouvernements. Ils prouvent par le fait, on peut dire tous les jours, la contradiction entre le principe de l'État et le principe de la démocratie, mais il ne leur est pas possible de la formuler. Ils doivent continuer à se présenter comme des démocraties. Et il ne s'agit pas là de mensonges, d'apparence, de tromperie. Le paradoxe de l'État démocratique est plus profond. Le scandale démocratique, en effet, affecte l'État dès lors que l'État veut se présenter comme un État politique. Car le problème des titres naturels invoqués par Platon, disons, c'est qu'aucun d'eux ne fonde un État proprement politique. Pour qu'il y ait un État politique, il faut que la politique existe comme principe différent de toutes les supériorités naturelles et sociales. Tant qu'un État est simplement le pouvoir du plus fort, il n'est pas un État politique, la chose est connue. Mais c'est la même chose, au fond, pour tous les pouvoirs qui se fondent sur une relation d'autorité ou de supériorité spécifique. Le pouvoir de la science, le pouvoir de la richesse, celui de la naissance, parfois celui de l'élection divine, définissent des formes d'autorité qui fonctionnent dans les sociétés, mais ils ne définissent encore aucun pouvoir proprement politique. Pour qu'il y ait État politique, en général, il faut qu'il y ait un principe proprement politique qui s'ajoute à toutes ces formes d'autorité. Or, il n'y a pas d'autre principe de ce genre que le principe démocratique, le principe scandaleux d'une capacité de n'importe qui. Le principe démocratique, alors, n'est pas simplement le principe d'un régime politique particulier à côté d'autres. En un sens, c'est le principe de l'existence de la politique en général. C'est le principe qui vient interrompre l'exercice naturel des formes de pouvoir et d'autorité immanentes à la reproduction de la société. C'est le principe qui fait qu'il existe de la politique et non pas seulement du pouvoir. Ποιες μορφές διακυβέρνησης στις σύγχρονες λεγόμενες δημοκρατίες εντοπίζει ο καθηγητής Λασιέρ ένα παράδοξο της δημοκρατίας. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο της δημοκρατίας? Είναι ότι, για να το δείξει, λέει ότι οι σύγχρονες κριτικές προς τη δημοκρατία θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό την κριτική προς τη δημοκρατία που είχε διατυπωθεί στην αρχαία Ελλάδα την εποχή του Πλάτωνα, το 4ο αιώνα π.Χ. Η κριτική στο σύγχρονο ατομικισμό, στο σύγχρονο άτομο του δημοκρατικού κράτους θυμίζει την κριτική του Πλάτωνα στο 8ο βιβλίο της Πολιτείας, γιατί ακριβώς κάθε φυσική ιεραρχία μοιάζει να ανατρέπεται στο δημοκρατικό πολίτευμα, στη δημοκρατία, και αυτό είναι το σκάνδαλο ή το παράδοξο της δημοκρατίας, ότι πηγαίνει κατά κάποιο τρόπο ενάντια στη φύση, κόντρα στη φύση, στις φυσικές ανισότητες, στις φυσικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ο Πλάτων το είχε δει αυτό πολύ καλά και θεωρούσε ότι το δημοκρατικό κράτος, η δημοκρατική πολιτεία είναι αδύνατη, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη φύση. Η δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο είναι μη φυσικό πράγμα, είναι αντιφύση, μη φύση. Η λαϊκή εξουσία, η εξουσία του λαού δεν είναι φυσική. Αυτό είναι το παράδοξο της δημοκρατίας. Υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε κάθε μορφής εξουσία που βασίζεται σε μια αυθεντία και στην δημοκρατία από την άλλη πλευρά. Ο Πλάτων και όσοι συμφωνούν μαζί του θα έλεγαν ότι πάντα από τη φύση υπάρχουν κάποιοι κυβερνώντες και κάποιοι κυβερνόμενοι, κάποιοι που
είναι ικανοί να κυβερνήσουν και κάποιοι που χρειάζονται να κυβερνηθούν το μοντέλο του ποιμένα βασιλιά και το κοπάδι ο λαός. Από τη φύση λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα, ενώ η δημοκρατία θέτει ακριβώς ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ ατόμων, μεταξύ ομάδων. Ο Δήμος σημαίνει ότι κυβερνά ο καθένας και ο οποιοσδήποτε. Αυτό είναι το αντιφυσικό, ας πούμε, σκάνδαλο της δημοκρατίας και γι' αυτό και ο Πλάτων επιτίθεται στον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας, στον κλήρο, στην κλήρωση, στο τρίτο βιβλίο των νόμων, λέγοντας ότι είναι ηρωνευόμενος, ας πούμε, το θεσμό της κλήρωσης. Ακριβώς ο κλήρος σημαίνει, αυτό είναι η δημοκρατική εξουσία, ότι μπορεί να κυβερνήσει ο καθένας, ο οποιοσδήποτε. Είναι η εξουσία των μη ειδικών. Βέβαια, και σήμερα η κριτική που ασκείται στη δημοκρατία δεν φτάνει μέχρι το σημείο να αρνηθεί την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί? Διότι σε τελική ανάλυση η δημοκρατία κατά κάποιον τρόπο ταυτίζεται με την πολιτική. Η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που οδηγεί στην πολιτική. Και αυτό είναι το παράδοξο της δημοκρατίας, ότι η πολιτική ακριβώς έρχεται σε αντίθεση με τις φυσικές ανισότητες, γιατί κάθε εξουσία που βασίζεται στην αυθεντία της γνώσης, του πλούτου, της καταγωγής, τελικά δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την παραγωγή της πολιτικής. Η πολιτική γεννιέται και λειτουργεί από τη στιγμή που υπάρχει μια πολιτική αρχή, από τη στιγμή που υπάρχει μια δημοκρατική αρχή. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν η δημοκρατία ταυτίζεται με την ίδια την πολιτική και αυτό αναδεικνύει μέχρι αυτό το σημείο ο Ζακ Ρανσιέρ.